Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis Bertrand Sageloli, je suis maître de conférence émérite à l'Université d'Orléans dans un laboratoire qui s'appelle le CEDET. Il y a 20 ans, j'ai créé et j'ai longtemps présidé le groupe d'histoire des zones humides et j'ai fait l'essentiel de ma carrière sur les zones humides, une thèse sur les tourbières et j'ai eu la chance de diriger le PNRZH Marin et de créer le pôle relais Marin qui a fonctionné avant d'être regroupé par la fédération et maintenant par la SNPN, par d'autres structures. Donc voilà, autant vous dire que j'ai les pieds dans l'eau depuis une trentaine d'années, voire 40 ans. Et si j'ai quelques connaissances naturalistes, hein, j'avais fait ma thèse sur la dynamique des groupements végétaux dans des tourbières oligotrophes et alcalines, le gros de mon travail aujourd'hui est plutôt un travail historique et culturel pour essayer de comprendre les liens qui unissent les zones humides aux habitants et aux habitantes et voir en quoi ces liens peuvent être au mieux utilisés pour les protéger et le plus souvent, et je rejoins ce que vous avez dit, le plus souvent, hein, utilisés à défaut pour les supprimer. Alors j'ai fait un PowerPoint absolument monstrueux, mais comme Pascal Larmande a évoqué beaucoup de sujets qui sont là, j'irai très vite. Ne vous inquiétez pas, je respecterai le temps. Donc, oui. Si l'on s'en tient aux définitions des zones humides, on peut d'une certaine manière les définir comme des marges, hein, c'est-à-dire des lieux qui sont singuliers, des lieux qui présentent un vivre autrement et qui, sur un plan biologique, hein, forment des écotones. Ce qui a été dit tout à l'heure par Pascal sur la difficulté de limiter les zones humides, je rajouterai aussi une fonction écologique des zones humides, c'est leur extrême mobilité. Par exemple, pour une mare, hein, il faut 10 ans de relevé pour avoir un inventaire complet floristique et faunistique sur les mares. Hein. Or, l'État, la régulation a besoin de fixité dans les données pour pouvoir mettre un label. Et c'est une très grande complexité pour les zones humides parce qu'une zone humide, elle peut être sèche ou humide, hein, suivant les années, suivant les mois. Et c'est un grand frein réglementaire, hein, pour pouvoir les caractériser et bien évidemment pour pouvoir les inventorier. Alors, les zones humides métropolitaines, elles constituent des marges, hein, j'allais dire paradigmatiques, hein, puisque finalement, il y a peu d'espaces français qui combinent à la fois tous les attributs de la marginalité. Enclavement, isolement, relégation, exclusion, difficulté de mise en valeur, faible densité humaine, mais aussi à rebours, microcosme culturel, biodiversité, singularité des modes d'occupation et d'appropriation du sol, originalité des activités et ampleur des services fondés sur la nature. Je vais donc très vite, parce que Pascal l'a fait, avec deux gros enjeux sur la définition des zones humides, et je rejoins tout à fait la grande difficulté qu'il y a, enfin la guerre entre le et le ou, qui n'est pas une guerre sémantique, hein, qui est une guerre extrêmement forte, hein, sachant que les partisans du et sont aujourd'hui bien plus forts que les partisans du ou. Je rejoins également, bon voilà, ça a été évoqué. Je rajouterai peut-être la mangrove que vous n'avez pas cité, Pascal, qui fait également partie des milieux, hein, même si on est dans l'ultramarin, des milieux qui sont qui sont un peu hors définition, hors tout, et sur lesquels on n'a pas de connaissances qui sont très précises. Alors, donc ces milieux, hein, qui sont ni terre, ni eau, ben, ils sont mal perçus, notamment par les services agricoles de l'État. Vous avez évoqué, moi je travaille beaucoup sur les tourbières avec le pôle relais tourbière, hein, et il y a un truc qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment où la première carte extrêmement précise des tourbières, hein, qui avait été demandée par le ministère au pôle relais tourbière qui est à Besançon, ben, la loi que vous évoquiez, Pascal, hein, sur le PC BCA2, a dit ben, finalement, ah ben on s'en fout, il n'y a aucune tourbière en plaine. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer, non, les tourbières de plaine n'existent pas. Ni la guette chez nous, ni etc. Donc ça permet, hein, à l'agriculture de pouvoir enlever tout ça. C'est-à-dire que vous voyez, il y a entre les deux services de l'État, un qui commande l'inventaire des cartes et où enfin on a une cartographie assez précise des tourbières qui est 10 ans de travail, hein, par tous les conservatoires
hein, qui a été fait, ben, l'État, l'autre côté, dit bah non, voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de tourbière, c'est pas la peine. Il y a des petites tourbières en montagne, là où on ne peut pas faire d'agriculture, de toute façon, hein, mais à part celle-là, c'est pas la peine de faire grand-chose. Alors, paradoxalement, et c'est là cette tension, hein, les zones humides, elles sont quand même vénérées par le ministère de l'écologie et du développement, ce depuis 1995, par un certain Michel Barnier, qui a été, je l'ai pas mal fréquenté à ce moment-là, qui a été un ministre de l'Environnement très efficace et très investi dans sa fonction. Alors aujourd'hui, les zones humides, elles occupent une place prépondérante dans la protection de la nature, hein, puisque dans les 366 réserves naturelles nationales ou régionales, 70% accueillent des zones humides. Hein. Alors est-ce que ça va marcher mon truc? Voilà. Donc j'ai fait un historique de la création des tourbières, hein, depuis... Oui, des réserves, pardon. Oui, excusez-moi. J'ai fait une petite animation sur l'historique de la création des réserves naturelles et vous voyez que l'ensemble, hein, des 366, j'ai mis là que les réserves, hein, sur cette carte, que les réserves métropolitaines, hein, mais vous voyez que protéger la nature en France, c'est essentiellement protéger les zones humides. Alors, toutes les réserves ne sont pas uniquement en zone humide, bien naturellement, hein, mais 2 tiers d'entre elles comprennent des zones humides. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des effets de mode. Hein. Un moment, c'est les mares qui sont la mode, un moment, c'est les tourbières, un moment, sur les étangs. Hein. Voilà, mon maître à penser, qui a été mon professeur Paul Arnoux, hein, avait fait sa thèse sur modes et travaux, modes et forêts, et montré que chez les forestiers aussi, il y a les arbres à la mode. Hein. Voilà, il y a tout d'un coup des milieux, et ce schéma montre, hein, que au sein des zones humides, hein, il y a des modes qui durent une dizaine d'années, qui fait qu'on va davantage protéger un milieu qu'un autre. Alors, comment expliquer cette schizophrénie des services de l'État et d'une certaine manière de tous les gestionnaires? Parce que ça renvoie finalement, alors ça peut être cynique, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça renvoie aussi à une espèce d'ambivalence fondamentale des zones humides qui fait que ce sont à la fois des lieux de vie et des lieux de mort, hein, la putréfaction, etc. Et de l'autre côté, ben, c'est les lieux où naissent la vie. Et il y a toujours cette perception. Pardon. Voilà. Il y a toujours dans les zones humides, hein, une opposition entre vie et mort, entre mal et bien, entre morale et immoral qui est extrêmement forte. Et la première hypothèse, hein, peut-être pour les causes de la mauvaise préhension des zones humides dans notre société française et d'une manière générale dans le monde judéo-chrétien, c'est la Bible, hein, qui fait que l'Ancien et le Nouveau Testament, et c'est un peu pareil sur le Coran que je suis en train d'étudier en ce moment, présentent une image des zones humides qui est absolument catastrophique. Le mal, le serpent, les crapauds, voilà, hein, le péché, voilà, tout ce qui est humide renvoie à Satan, au contraire de Dieu, à la tentation, etc. Donc, je me suis amusé avec mon collègue et ami Étienne Grésillon à passer la Bible de Jérusalem dans un logiciel de lexicologie qui s'appelle Iramutech, hein, alors, je vous assure, si je l'ai lu quand même, parce que si on ne lit pas, on ne comprend pas ce qu'on fait, mais tout est numérisé, donc c'est une question de jeu d'ordinateur pour pouvoir faire tout ça. Et on peut voir, hein, qu'il y a 588 références à l'eau dans la Bible, hein, dont 66 dans le Nouveau Testament, et qu'il y a une séparation des eaux qui est très très nette dans les Bibles, hein, entre les eaux bienveillantes, qui sont pures, fécondes, douces, fraîches, claires, et qui sont plutôt courantes, hein, mais pas furieuses. Et de l'autre côté, il y a les eaux punitives, impures, stériles, amères, chaudes, troubles, qui sont stagnantes ou déchaînées. C'est-à-dire que vous voyez, le décor est planté, et que nous soyons croyants ou non, la Bible est quand même le fondement de notre culture, de nos valeurs. Et moi, je travaille surtout sur ça en ce moment, c'est-à-dire que il y a des raisons objectives de protéger les zones humides ou de les détruire, mais il y a des raisons culturelles qui parfois même dépassent la conscience que les acteurs ont de protéger leur espace. Je fais une toute petite incisive, hein. C'est une conférence que j'avais faite dans ce local
je sais aujourd'hui en Sologne reconnaître une propriété qui est dirigée par des catholiques croyants. Hein, et parce qu'il y a une lecture biogéographique, il y a des écosystèmes catholiques hein, que l'on peut voir, refus de l'enclosure, présence systématique d'une parcelle d'un demi-hectare dans lequel il n'y a aucune gestion forestière depuis plusieurs générations, etc. etc. Hein, donc vous voyez, il y a un lien entre un engagement spirituel et une manière de gérer la nature. De même qu'avec Xavier Pesme, hein, qui dirigeait le CRPF, on n'a pas le droit de le publier, mais quand et Eva s'en souvient, quand je dirigeais, enfin quand président de Sologne Nature Environnement, j'avais été conduit à mettre la Sologne en Natura 2000, on avait fait, en visitant une propriété avec Xavier, je lui ai dit, bah, tiens, cette propriété, elle ne ressemble pas du tout aux autres. Et il m'avait dit, oui, c'est une propriété protestante. Hein, et il y avait beaucoup plus de résineux par rapport que de feuillus. Et en calant, puisque lui savait la confession des gens, en prenant le listing des propriétaires, ben, on s'est aperçu que tous les protestants de Sologne, il y a pratiquement 2/3 de résineux, alors que chez les catholiques, il y a 2/3 de feuillus. Hein, vous voyez, il y a un engagement, hein, vous voyez, il y a une lecture hein, écologique autour de ça. On n'a pas le droit de le publier. Hein, mais c'est un effet qui a été quand même relativement clair. Alors, vous voyez dans le... Ah, pourquoi ça ne va plus marcher? Attendez, hop. Voilà. Vous voyez dans le schéma ici, hein, on voit qu'il y a Dieu voilà, qui va séparer l'eau de la mer. Hein. Je vous renvoie à la Genèse et aux 6 premiers jours de la création. Hein. Donc il y a la mer d'un côté, il y a les eaux de l'autre. Mais dans les eaux, tout d'un coup, il y a les eaux qui sont pures et les eaux qui sont impures, hein, que l'on voit très très bien. De même que si on fait des nuages de mots après des analyses compliquées, on voit très bien que tout ce qui est marécage hein, renvoie à macamé, bâton, mort, voilà. En gros, toutes les zones humides dans la Bible sont des éléments qui sont négatifs. Alors, quelques exemples, hein, voilà, les eaux bienveillantes, hein, quand elles sont jaillissantes, qui renvoient à la vie éternelle. Hein, et vous avez l'image hein, de Sainte Bernadette dans la grotte de Lourdes. Pareil pour les eaux vives avec le baptême de Jésus ou la pécheresse qui lave le Christ hein, dans la dernière scène. Alors, de même que vous avez les eaux paradisiaques, hein, vous savez que dans tous les établissements religieux, monastiques, hein, vous avez systématiquement un cloître, et qui est de l'eau ou qui n'est pas de l'eau, il est divisé en 4, ce qui correspond hein, aux 4 fleuves du paradis qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. Alors, c'est les eaux malveillantes, moi, que je trouve plus rigolotes, hein, puisque quand on regarde ben, les eaux qui sont violentes, hein, les eaux qui sont stagnantes, hein, mais ces marais, ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés. L'homme impur devra nettoyer ses vêtements, laver son corps à l'eau courante et il sera pur. Hein. Oui, ça renvoie à l'eau lustrale du baptême. Et alors là, ça c'est le comble de tout. Hein. Dans les eaux boueuses, hein, c'est dans les nombres. Puis il prendra de l'eau vive dans un vase d'argile et ayant pris de la poussière sur le sol de la demeure, il répandra sur cette eau. Il fera boire à la femme ces eaux d'amertume et de malédiction. Hein, et ces eaux de malédiction pénétreront en elle pour lui être amères. S'il est vrai qu'elle s'est rendue impure en trompant son mari, son ventre enflera, son sexe flétrira, et pour son peuple, excusez-moi la coquille orthographique, ça servira d'exemple dans les bénédictions. Enfin, vous voyez, c'est chargé quand même. Hein. On n'est pas dans le Nouveau Testament. Les nombres ne font pas dans la dentelle. Et l'ambivalence, on le retrouve aussi dans Jésus qui guérit un aveugle de naissance, hein, parce qu'il prend de l'eau boueuse, hein, donc il prend de la zone humide pour le mettre sur les yeux de l'aveugle. Hein, c'est ce qui permet de guérir l'aveugle, mais ce n'est uniquement quand les yeux ont été lavés avec l'eau pure que la guérison peut intervenir. Hein, donc on voit bien l'ambivalence qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc moi je suis assez persuadé que finalement la première cause de la destruction des zones humides, c'est cette place qu'elle occupe dans l'imaginaire judéo-chrétien. Hein, c'est le temps long de l'opprobre qui va s'opposer à une perception positive dans l'imaginaire asiatique. Je vous rappelle qu'en termes d'écologie, toutes les zones humides, quel que soit le milieu géographique dans lequel elles s'inscrivent, sont les championnes de la productivité primaire, c'est-à-dire de la quantité de matière sèche qui est produite par an et par hectare.
Or, qu'est-ce que c'est qu'une rizière? Une rizière, c'est exactement ça, c'est profiter au mieux des conditions écologiques, et vous pouvez avoir jusqu'à 2, voire 3 récoltes de riz par an sur les mêmes rizières, plus l'élevage de canards, plus de la pisciculture qui est mélangée, et encore aujourd'hui, les deltas asiatiques portent les populations rurales les plus denses. Vous voyez, donc il y a une opposition culturelle entre les deux. Je ne vais pas... ça m'amènerait trop loin de vous montrer quelle est la place des zones humides dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, mais on voit très bien que comme il n'y a pas d'opposition homme-nature, comme il peut y avoir dans le monde judéo-chrétien, ben, elles ont été finalement économiquement beaucoup mieux insérées que ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que ces lieux qui sont mauvais, ben, comme on est dans un mauvais lieu, on ne peut pas porter de bonnes gens, c'est pas possible. Et donc, il va y avoir un amalgame très très fort au XIXe siècle, et j'avais un peu travaillé sur la Sologne pour montrer les liens qu'il pouvait y avoir entre ce milieu sologno et la moralité des habitants de l'époque. Alors, il y a tout un tas de situations. L'abbé Tessier, qui pense que la Sologne est une contrée malsaine, disgraciée par la nature. Arthur Young, qui oppose la bosse qui est saine à l'agriculture qui est malsaine. Le maire de Vouzon qui dit que ses administrés vivent dans le pays le plus malheureux de France. Le député socialiste Félix Piat, qui lui aussi n'est pas tendre. Vous voyez, à la fin, enfin des villages à l'avenant, clairsemés, construits en bois et en chaume. Et en gros, tout le XIXe siècle, des sociétés savantes physiocratiques jusqu'à la fin du XIXe siècle, pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a cette vision absolument terrible qui fait dire au directeur général de l'agriculture en 1852 que la Sologne est une province qui n'appartient que de nom à la France, car on ne possède pas le néant, et la Sologne, c'est la stérilité et le désert. Vous voyez là, hop, circuler, il n'y a rien à voir. George Sand, alors elle est absolument terrible. Un moment, elle dit voilà, voilà, les habitants surtout sont pâles, livides même, malheureux et vaste pays qui se dessèche, insalubre, dans une sorte de marasme moral et physique de l'homme et de la nature. Enfin, vous voyez, il y a des liens qui sont extrêmement forts. Et je vais passer très vite pour respecter le temps, mais il y a des textes qui sont absolument effarants, où le Sologno est décrit souvent comme un ventre jaune, mais comme ça, il est mauvais père, mauvais mari, mauvais travailleur, etc. Il est malin, surtout pour son argent, etc. Mais les moralités, il y a des textes, on voit que les bergers, les frères et les sœurs, les cousins et les cousines vont voilà, faire crac-crac dans les bruyères, enfin de respecter. Enfin, il y a des textes qui sont totalement effarants dans tout ça. Alors que les analyses montrent, en fait, c'est une étude qu'on avait faite avec le groupe d'histoire des zones humides, que oui, le paludisme a existé, oui, il y avait une misère qui était insensée en Sologne, mais c'est parce que les conditions économiques des paysans étaient les pires de France. Aucun paysan de France n'a été autant exploité par les grands propriétaires à cette époque-là. Et donc, la misère, la maladie, l'ergot du seigle également, qui faisait tomber, qui est une espèce de lèpre qui était assez fréquente, c'est une cause sociale. C'est parce que le patronat, non, les grands propriétaires ont exploité d'une manière insensée les populations solognotes que ces maladies étaient là. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que l'on en a, c'est que quand on prend l'inventaire de tous les postes de santé, dès que vous avez un tout petit peu d'argent, que vous êtes ou métayer ou propriétaire, il n'y a plus de palud, il n'y a plus de fièvre de double, tierce ou quarte, parce que le quinquina, enfin la quinine existait déjà et les gens étaient mieux nourris et pouvaient se soigner. Donc c'est une maladie sociale et non pas une maladie qui était liée aux zones humides. Bon, je passe cette thématique. Voilà. Et pour passer à un autre thème, qui est celui des scientifiques
et en particulier des scientifiques du 19e siècle. On a travaillé avec Rémi Luglia, que vous connaissez, hein, qui est le président de la Société nationale de protection de la nature, hein, qui habite Blois, qui est historien, qui a fait une très belle thèse sur l'histoire de la protection de la nature en France. Et on a travaillé sur la perception que les scientifiques du 19e siècle pouvaient avoir des zones humides. Et ce qui est extrêmement frappant dans leur travail, c'est que tous les inventaires montrent, hein, parce que c'était des fins naturalistes, hein, tous les inventaires montrent les richesses en termes de biodiversité que les zones humides pouvaient apporter, mais l'imprégnation culturelle qui était la leur et qui disait que les zones humides étaient mauvaises leur a empêché de conclure que c'était des milieux exceptionnels. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, même scientifique, même je devrais enlever le même, hein, en tant que scientifique, nous sommes des êtres culturels, hein, qui baignons dans un contexte qui nous amène souvent, hein, à ne pas prendre des distances par rapport à ce que l'on peut faire. Hein, donc là, vous avez dans cette littérature scientifique du XIXe siècle, hein, des textes qui sont absolument terribles sur les zones humides, hein, et qui pourtant émanent de scientifiques importants. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, qui est Élisée Reclus. Élisée Reclus, qui est un géographe anarchiste, qui est un des pères de l'écologie française, et qui d'un côté a publié des textes, hein, qui sont vraiment majeurs, hein, sur la nécessité de protéger les milieux, d'intégrer la nature dans le vivant, mais un peu plus loin dans un autre texte, hein, qui s'appelle « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes », on peut lire sous sa plume, hein, « Les marais et les boues des Flandres transformés par le drainage en campagne d'une exubérante fertilité, la Cropierreuse se changeant grâce aux canaux d'irrigation en une prairie magnifique, les tourbières rougeâtres de l'Irlande remplacées par des forêts de mélèzes, de cèdres, de sapins argentés, ne sont-ce pas là d'admirables exemples de ce pouvoir qu'a l'agriculture d'exploiter la terre à son profit en l'en rendant plus belle ». Hein, c'est-à-dire que même chez Élisée Reclus, qui est considéré comme le père de l'écologie française, ben, dès qu'il s'agit de zones humides, hein, il y a véritablement une pensée qui est, enfin, il se réjouit de leur disparition. Alors, cette pensée antipaludéenne, hein, elle se nourrit bien évidemment des idées des physiocrates, hein, et en particulier de l'abbé du Quesnay, hein, qui l'avait fait. La pensée physiocrate, c'est un idéal agricole, et il faut que toutes les terres françaises soient productives, et donc elle encourageait à couper les forêts et surtout à détruire toutes les zones humides pour y avancer l'agriculture. Et là, vous avez des textes, hein, vous voyez le dessèchement des marais, hein, et qui montre, hein, à quel point bah, c'était un enjeu national, de fierté nationale, que de faire disparaître les marais. Alors, vous avez en particulier, hein, regardez en 1788, hein, Levasseur qui dit « Ce sont des conquêtes à faire sur le néant que de gagner des terres et des prés enfermés sous les eaux. C'est agrandir et embellir le domaine de l'humanité en rendant saine la demeure de l'humanité. C'est ouvrir des ressources à l'indigence. C'est enfin préparer un fonds inépuisable de richesses. » Vous voyez que devant de tels arguments, c'était quand même difficile, hein, de protéger les zones humides. Et les zones humides, hein, ont particulièrement morflé au XIXe siècle. Et vous avez donc énormément de textes, hein, dans tout le XIXe siècle qui sont sur cette même thématique, hein, et qui confrontent les richesses agricoles qu'il va y avoir d'un côté et de l'autre côté la totale inutilité. Je vous renvoie aussi à la littérature, hein. Vous avez dans Bouvard et Pécuchet de Flaubert un chapitre, hein, où ils sont en train d'essayer de mettre un... Vous savez, Bouvard et Pécuchet, c'est très très drôle, c'est que des farces, hein. Flaubert est d'une critique terrible par rapport à la société française. Et dans un chapitre, hein, c'est l'essai de transformer, l'essai 20 qui ne fonctionne pas, hein, que Bouvard et Pécuchet vont avoir dans une ferme à transformer une zone humide en milieu agricole. Autre influence qui est extrêmement importante, c'est celle des hygiénismes, hein, c'est la grande thématique, le courant hygiéniste est très très fort au XIXe siècle, hein, avec les médecins, puis les progrès de la science, hein, qui sont faits à ce moment-là. Et il y a un lien, hein, notamment dans les transmissions des maladies. Ils pensaient que c'était les miasmes, c'est-à-dire que les maladies étaient transmises par l'air, et l'air qui était corrompu, l'air qui était malsain.
Et donc, assécher les marais, c'était donc protéger les populations françaises. Alors, du coup, l'Église catholique s'en est emparée, et elle s'en est emparée d'une drôle de manière, puisque après la Révolution française, l'Église catholique, qui était détentrice d'un patrimoine humide extrêmement important, avec tous les viviers et tous les étangs, mais il y a une loi de 1792 qui va confisquer les biens du clergé, et vous avez énormément d'étangs qui sont supprimés à ce moment-là. Et en gros, de 1792 jusqu'au milieu du XIXe siècle, ben, l'Église catholique, elle a du mal à remonter, à regagner la confiance et la croyance des populations rurales, et elle va le faire en diabolisant les zones humides. Et il y a des liens très forts entre la lutte contre les sorciers et les sorcières, hein, Satan qui est là, hein, et en même temps que vous avez historiquement, et pardonnez-moi ces mots de mécréants, hein, mais vous avez un nombre d'apparitions de la Vierge du XIXe siècle qui est absolument hallucinant, hein, en France. Et on peut y croire, on ne peut ne pas y croire, hein, mais la Vierge réapparaît très fréquemment en France au moment où l'Église catholique a besoin de regagner la confiance des gens. Et tandis que les Vierges apparaissent, ben, vous avez des sorcières, vous avez des textes extrêmement violents contre les sorciers, contre Satan, contre les mauvaises pensées qui naissent à ce moment-là. Et donc l'Église catholique, vous voyez, d'une certaine manière, elle se reconstitue aussi en associant les zones humides au mal, au péché absolu. Et Félix du Panloup, hein, qui était l'évêque d'Orléans, qui était à la tête du parti religieux à l'Assemblée nationale, hein, a ardemment défendu l'assèchement et le boisement de la Sologne, qui avait été initié par Napoléon III. Oui, ça, je passe. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans la volonté qu'il y a une compétition entre les États, notamment entre la France et l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, hein, enfin, dès Napoléon III et après la défaite de 1871. Et un des éléments de cette rivalité entre les deux États, ça va être quel État est le plus riche sur un plan de biodiversité. Vous avez une véritable compétition entre les scientifiques, entre les États, les scientifiques mandatés par la puissance publique, financés par la puissance publique, notamment par le Muséum national d'histoire naturelle, et qui va le faire. Et on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que malgré l'ampleur des richesses qu'ils vont trouver, leurs propos, hein, vous voyez, Montfalcon en 1824, on retrouvera pareil chez Saint-Hilaire, hein, qui a dirigé le Muséum d'histoire naturelle à la fin du XIXe siècle, ben voilà, beaucoup des plantes de marais ont un aspect sinistre qui décèle en eux des propriétés malfaisantes. Hein, et après, alors attendez, hop. Voilà. On dirait qu'un principe intelligent a voulu nous garantir leur action dangereuse en leur donnant des attributs qui fatiguent les yeux et révoltent l'odorat. C'est incroyable quand même, hein. Et Montfalcon, c'est quelqu'un qui est important, hein, dans l'histoire de la botanique en France. Et on retrouve ça, celui qui est le pire, c'est Cuvier, qui est un petit peu ancien, hein, fin 18, début 19e siècle. Alors lui, il a des propos hallucinants sur les zones humides. Hein, donc, alors j'ai un autre exemple pour vous. Oui, Henri de Carion-Nizas. Messieurs, la même main qui a vaincu les hommes veut combattre les éléments et rétablir l'ordre dans la nature, comme il a été rétabli dans la société. Les eaux ont usurpé la terre, de vastes espaces que la culture réclame. Hein, vous voyez une opposition entre le sauvage, le malsain, le péché, et de l'autre côté, la nature et la culture. Voilà. Hein, on retrouve Napoléon III, dont on sait qu'il a mis en valeur, et je mets bien évidemment des guillemets à cette mise en valeur de la Sologne, hein, renvoie, enfin parachève ce mouvement au XIXe siècle, et il faudra, Rémy ayant fait sa thèse,
travaillant beaucoup sur le castor aujourd'hui, et il montre dans sa thèse que finalement, pour que les zones humides cessent d'être des lieux malsains moralement, économiquement, politiquement, ça ne passera pas par les zones humides, mais par quelques espèces emblématiques. Et c'est au moment où on veut protéger le castor en France, immédiatement après la Première Guerre mondiale, notamment en 1923 par le premier congrès international de protection de la nature dans le monde qui se tient à Paris, qu'en voulant protéger les espèces, il y a un glissement de l'espèce à leur habitat, et qu'on commence à dire, si on veut maintenir la loutre et le castor et des oiseaux, il faut aussi protéger les zones humides. Mais vous voyez, ça arrive très tardivement, ça arrive que dans l'entre-guerres, principalement. Voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même s'il y a une argumentation scientifique, rationnelle, on a là un exemple où finalement la prégnance de la culture de l'époque, donc cette mauvaise image des zones humides, est plus forte finalement que les résultats que les scientifiques pouvaient atteindre. Donc là, je vais très très vite maintenant, parce que je rejoins ce que Pascal a dit tout à l'heure, et que finalement, même aujourd'hui, et je reviendrai quand même sur le fait que les choses changent un petit peu depuis 2000, les zones humides font l'objet d'un opprobre social, connaissent une éradication terrible. Il ne reste à peine que 10% des mares qui pouvaient exister dans la France métropolitaine au début, après la Première Guerre mondiale. Ce sont des lieux qui sont toujours menacés. Et là, j'ai aménagé un tableau qui avait été fait par le préfet Bernard lors de l'évaluation des zones humides qui précédait le lancement du plan national d'action sur les zones humides en 1995. Et j'ai des couples de photos. Regardez les mares, hier et aujourd'hui. Ça, c'était je ne sais où. Vous avez pareil dans la commune de Coudray. Vous avez pareil dans la commune de Civray. Il a même fallu parfois que nous soudoyions des enfants à coups de carambar pour qu'il y ait quand même quelqu'un sur la photo, et qu'on arrive à retrouver un petit peu de monde. Alors, derrière cette mauvaise image, mais vous voyez, une mauvaise image qui se traduit par des faits, par une destruction qui est objective, il y a quand même, c'est du moins l'hypothèse d'André Guillerme, qui est un historien des sciences, il y a aussi des raisons qui sont plus objectives de l'intégration ou de la destruction des zones humides en France, et de par l'évolution technique. Alors, le modèle de Guillerme, il est là, il montre du début du Moyen-Âge et jusqu'au milieu du XIXe siècle, que finalement, à chaque contexte politique et surtout technique, il va y avoir un usage particulier des zones humides. Et il sépare les villes sacrées, l'enchâtellement, les petites Venises au moment où toute l'industrie textile et le salpêtre et les tanneries étaient intra-urbaines, et donc il y avait besoin de zones humides pour le faire. Ensuite, dans un deuxième temps, il montre qu'on est jusqu'au début au milieu du XVIIIe siècle dans une logique qu'il appelle les vapeurs, et que ce n'est ce que je viens de vous décrire qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle que vous allez avoir un combat contre les zones humides motivé par le figuratisme, l'hygiénisme et d'une manière générale, la mauvaise version culturelle que l'on peut en avoir. Alors, ces modèles, sur un plan historique, ils sont toujours... C'est extrêmement important d'avoir des modèles, mais il ne faut pas appliquer les modèles directement sur les lieux. Et puisque les études qu'on a pu faire sur une vingtaine de marais, de zones humides dans le nord de la France, montrent qu'il peut y avoir des temporalités qui sont globalement respectées, comme par exemple dans les marais de la Souche ou dans les marais de Basse-Celle, mais qu'il peut aussi y avoir des temporalités qui sont inversées. C'est en particulier le cas en Sologne, c'est aussi le cas dans les marais de Sacy-le-Grand qui sont dans l'Oise. Et on retrouve là un des éléments. Vous voyez ici le temps moyen. Vous voyez, j'étais dans le temps long qui était le temps judéo-chrétien. Là, on est dans le temps moyen des innovations
techniques et des grands systèmes de mise en valeur de l'espace, mais il peut y avoir aussi un temps court qui est celui du lieu, qui est celui des personnalités qui vont faire. Un très bel exemple, c'est par exemple Amiens. Amiens, il y avait un groupe de pêcheurs qui était extrêmement important et qui a empêché au XIXe siècle que la ville soit asséchée. Vous voyez, on est là dans un système, d'où les ortillonnages qui existent encore aujourd'hui. C'est un peu pareil pour Bourges. Et par exemple, à Bourges, un des liens, c'est les jésuites qui assèchent les marais en 1700, mais une des raisons pour lesquelles les marais de Bourges restent, c'est qu'entre 14 et 18, ils ont accueilli tous les blessés de guerre de la guerre de 14 et que pour nourrir ces blessés, il y a eu une mise en valeur maraîchère intensive des marais. Et que donc la dynamique maraîchère se met en place là, et elle ne cessera d'être active qu'à la fin des années 70. Et maintenant, vous n'avez plus de maraîchers au sens commercial du terme, mais vous avez encore une valorisation maraîchère privée qui est extrêmement importante. Alors, avec l'actuel président du groupe d'histoire des zones humides, Sylvain Dournel, nous avons essayé de prolonger l'étude qu'a fait André Guillerme, en séparant un temps qui est celui de l'hygiénisme et de l'hydraulique. Yves Luginbull, qui est géographe, pour rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure, à un moment, il dit qu'au moment où on draine les zones humides et que de l'eau stagnante, on passe à l'eau courante, tout d'un coup, les hommes et les femmes se redressent. Vous voyez, il y a irriguer, il y a un sens qui est moral, qui est extrêmement fort. Ensuite, au début du XXe, il y a le progressisme. C'est notamment en milieu urbain, c'est toute la charte d'Athènes qui considère que la ville doit s'affranchir de toute, je cite, rugosité du relief et du milieu naturel. Donc on va imposer des modèles. Par exemple, il y a eu des projets à Orléans de mettre une chape de béton sur toute la Loire, parce que ça les empêchait de pouvoir le faire. Ça a été fait à Rennes, dans la confluence de l'Isle et la Visaine. Ça a été fait à Paris, à Bièvre, qui sur des kilomètres va être recouverte. Et on est, vous le savez, dans une conquête. Rennes a cassé les dalles de béton qui ont été quand même à Orléans au-dessus de l'actuelle écluse. Parce que, vous savez, le canal d'Orléans, il a été bétonné jusqu'aux années, fin des années 80, début des années 90. C'est relativement récent qu'il y a l'écluse et la revalorisation des quais qui a largement été conduit sous la férule de Virginie Serna. Serna, oui, il me semble. Voilà. Et ensuite, il y a une phase d'abandon qui va des années 50 jusqu'aux années 80. Et là, les zones humides vont accueillir toutes les populations reléguées. Les gens du voyage, les squatteurs, les SDF. Voilà. À chaque fois qu'il y a un truc qui n'est pas trop propre, on ne sait pas comment ça va marcher, hop, les jardins ouvriers, ça va être. Et c'est le cas un des cas qu'on a étudié avec attention, qui est les prairies Saint-Martin à Rennes. Et alors qu'aujourd'hui, les architectes, les urbanistes trouvent que c'est très bien. Et il y a un grand combat entre les deux dans le cadre de cette reconquête. Alors, les zones humides sont des infrastructures naturelles, mais Pascal vous l'a montré très très bien. Elles remplissent tout un tas de services écosystémiques. À un moment même, on utilisait le terme qu'on n'utilise plus d'infrastructure naturelle, qui avait été fait par Laurent Mermet dans les Cinzella. Maintenant, on utilise plutôt le terme de solutions fondées sur la nature. Elles stockent les eaux, elles absorbent le carbone, elles piègent les métaux lourds, elles dénitrifient, et ce sont des lieux de biodiversité. Biodiversité qui est souvent compliquée à comprendre, en particulier pour les mares, parce que c'est une biodiversité qui est très fragmentée. Et on a vu dans le département du Cher, on a fait un inventaire sur la moitié du département sur les mares, que si vous supprimez en aveugle une mare, vous avez une chance sur deux de supprimer la seule station botanique présente dans le canton. Et comme il y a une quasi-impossibilité de faire des inventaires floristiques et phonétiques sur toutes les mares, il faut donc mettre en place d'autres systèmes pour le faire. Des lieux essentiels pour la santé physique et psychologique. Vous avez évoqué, Pascal, très brièvement la santé. On sait aujourd'hui, il y a énormément d'études qui sont notamment nommées par Paris 7 sur notre patrimoine génétique avec celui des plantes peut être de 80%. Et on sait qu'il y a des liens, mais des liens qui sont caractérisés sur un plan biologique, qui ne sont
pas embrasser les arbres, les anthroposophes de Steiner. Hein. On sait qu'il y a des liens d'apaisement, qu'il y a des interactions entre ce que nous sommes, nous, et le patrimoine qui est à côté. Et les zones humides, comme d'une manière générale les milieux naturels, contribuent au bien-être, à la santé et calme. Voilà. Alors, je le laisse, mais j'avais fait une étude un petit peu précise sur les mares, sur l'histoire des mares de Sologne, en particulier avec Bernard Eudes. Bernard Eudes, qui, vous savez, a été le président du GRAS, du groupe de recherche sur l'histoire. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon chronomètre. Et qui nous a quittés il y a 1 an et demi. C'est un article qui sera publié dans le dernier bouquin que je suis en train d'écrire sur les dimensions culturelles et historiques des mares avec Rémi Luglia. Donc je passe cette étude de cas, mais que vous aurez dans le PowerPoint, pour arriver, qui rejoint un petit peu ce que j'ai pu vous dire précédemment, pour arriver à la conclusion. Les photos qui doivent être un peu lourdes. Voilà. Et en conclusion, à 41 minutes et 10 secondes, il y a en ce moment un formidable et récent engouement pour la protection des zones humides, qui est bien évidemment justifié. Je ne vais pas re-rentrer dans l'argumentaire et qui sera en plus développé, je pense, une bonne partie de la journée pour pouvoir voir le flèche. Richesse biologique, et cette richesse biologique qui est confrontée à l'ampleur de la destruction. Alors là, les chiffres varient, mais en gros, on est entre la moitié et 2/3 des zones humides qui ont disparu en France depuis le début du XXe siècle. Alors, ceci dit, là où je suis un peu plus en opposition, parfois plus sceptique sur les motivations, c'est que si il est évidemment extrêmement important de maintenir la biodiversité, les zones humides ne sont pas des milieux qui sont naturels. Et l'argument qui consiste à dire, et que détiennent beaucoup de protecteurs de la nature en disant les zones humides, Le Monde titrait les zones humides, dernier lieu de vraie nature en France. Or, sur un plan historique, on sait que les zones humides ont été les premières à être occupées dès le néolithique. Beaucoup de tourbières du Massif central ont été créées par les hommes du néolithique qui ont fait des barrages pour avoir de l'eau. Et d'une certaine manière, il n'y a pas moins naturel qu'une zone humide en France. Naturel si on dit jamais touché par l'homme. Donc, et moi je me bats aussi contre cette espèce ce qui est important, mais qui est quand même très piégeux, sur l'état de référence. Référence à quoi ? Quand ça fait 5000 ans que les femmes et les hommes sont en train de transformer les milieux. Vous voyez, derrière cet état de référence, il y a une méconnaissance du fait que les zones humides sont, depuis 6000 ans, qu'il y a quand même une très forte présence humaine en France, ont été transformées, modifiées, etc. Et moi, je préfère aborder la protection des zones humides par la qualité des liens qui peuvent unir les sociétés locales aux zones humides. Et ce n'est pas en mettant sous cloche la nature, et je rejoins ici ce que pouvait dire François Terrasson il y a quelques années avec son ouvrage sur la peur de la nature. Il ne faut pas mettre la nature sous cloche, ou très exceptionnellement dans une politique de réserve, mais il faut veiller et il faut essayer de construire un argumentaire pour que les zones humides puissent être aménagées, utilisées par l'homme. Et c'est le maintien des liens d'usage, des liens affectifs, de tous les usages qu'il peut y avoir, qui garantiront bien plus que par une protection stricte, à mon sens, la protection des zones humides. Je vous remercie infiniment. Merci Bertrand, et on va passer aux questions. Bonjour, moi j'ai beaucoup apprécié la description apocalyptique de l'influence de la culture judéo-chrétienne. Sur les zones humides, il me semble que vous avez oublié les feux follets.
que je ne sais plus si c'était dans George Sand ou je sais que quand j'étais enfant, j'en avais très peur. Ces feux follets qui seraient sur les marécages et sur les cimetières, émanation évidemment de méthane, de la décomposition de matière organique, mais qui représenteraient des esprits maléfiques et diaboliques. Donc je ne sais pas pourquoi ils prendraient feu, mais en tout cas, moi, ça m'a toujours effrayée. Georges Sand est absolument terrible sur les zones humides. Il y a, dans les légendes rustiques, il y a un moment où, vous savez, les femmes qui ont tué leur enfant sont été condamnées perpétuellement à laver le linge de leur infanticide, et malheur aux voyageurs qui les approchent pour pouvoir le faire. Georges Sand, elle a été traumatisée toute sa vie par la traversée de la Sologne avant d'arriver chez elle, et elle a des textes qui sont terrifiants, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque? Oui, François Garouet, je suis au nom de SNE là aujourd'hui ici. Merci pour le propos qui, je pense, fait du bien dans un contexte où on a quand même trop souvent tendance à ne pas parler des humains, alors qu'ils sont au cœur de ces zones humides qu'on défend. Et je voulais vous poser une question sur, parce que finalement vous évoquez la haine dans la tradition judéo-chrétienne, mais quelles sont les raisons en réalité? Par exemple, la Mésopotamie, elle est un peu considérée comme le berceau de la civilisation. Or, c'est bien entre les fleuves que ce berceau de la civilisation est né. Pourquoi, en fait, alors que dans de nombreux endroits, il y a eu un rôle important, enfin, que les zones humides ont été le socle, comme vous l'avez dit, de la naissance, notamment de l'agriculture, pourquoi, s'il y a ce retournement en Europe, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Voilà, Oui, là, je suis bien en peine de vous répondre. Je ne suis pas théologien, donc même si j'ai un peu travaillé sur ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, pourquoi dans l'Ancien... et c'est bien de dire je ne sais pas, parce que ça veut dire qu'il faut continuer à réfléchir, à étudier pour ça. Pourquoi l'Ancien, le Nouveau Testament, et c'est à peu près pareil dans le Coran, opposent à ce point-là? C'est peut-être lié au fait que à la fin de la Genèse, il y a Dieu qui dit à Adam et Ève, soumets la nature. Hein. Vous savez, il y a un historien américain, Lynn White, qui a accusé le monde catholique en particulier d'être responsable de la crise écologique, en disant que quand on regarde les textes montrent que la nature, la création, ce qui est fait les 5 premiers jours, doit être soumis, doit être dominé par les hommes. Hein. Et d'une certaine manière, l'effacement des zones humides, qui sont liées, le serpent, enfin, quand vous regardez le péché originel, c'est le serpent, il y a le crapaud, enfin, le Satan s'exprime par l'humide dans ces textes-là. Et finalement, maîtriser les eaux, c'est lutter contre le péché. Hein, mais pourquoi en amont? Ça, je ne peux pas vous dire. Hein, il faudrait demander à des théologiens pour essayer de comprendre pourquoi les zones humides sont si mal perçues et mobilisées dans ces textes sacrés. Oui, bonjour. Donc Eric Vidal de FNE. Je vous remercie d'abord pour la... J'aurais plaisir à lire la totalité parce que ça m'a un peu frustré. Ceci dit, c'est pas... Oui, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui font déjà... Enfin, qui annoncent le remembrement. Je trouve dans ce que vous dites, le fait de virer les zones humides, d'enlever des arbres. En fait, pour moi, ça m'a vraiment fait penser plusieurs fois au remembrement qui est arrivé d'ailleurs dans une période assez trouble. Je trouve que, je sais pas, j'ai fait un lien avec Pétain et puis j'allais dire sa révolution où les cathos étaient Seule à la fond terre ne derrière. ment pas, c'est ça? Non, mais sérieusement, et j'ai trouvé un lien. Alors, je sais pas si c'est réel ou pas. En tout cas, moi, ça m'a amené à ça. C'est vrai que les mares en particulier, les zones humides et les mares en particulier, ont beaucoup morflé lors du remembrement. Ça, c'est une évidence. Pardon, juste après. Présentez-vous.
Bonjour, Björn Volker, je suis enseignant à l'IUT de Tours. Juste pour rebondir sur ce qui avait été dit précédemment sur l'histoire de la Mésopotamie. Alors je ne suis pas théologien, mais j'ai peut-être 2-3 éléments complémentaires par rapport à ça. En fait, il y a des travaux qui ont été faits notamment par James C. Scott et Marshall Salins en anthropologie, qui évoquent le fait que même si on peut considérer la Mésopotamie comme un berceau d'agriculture, c'était historiquement de l'agriculture, on va dire, de subsistance, avec beaucoup de cueillette, de maraîchage, et pas un système qui était basé sur de la production céréalière. Et c'est à partir du moment où il y a eu production céréalière massive et sédentarisation qu'il y a eu apparition d'une stratification sociale. Les céréales permettaient de payer l'impôt, et avec l'irrigation, ce modèle agricole s'est exporté de la zone humide. Et à ce moment-là, donc d'après James C. Scott, les gens qui sont restés en zone humide, c'était justement ceux qui ne voulaient pas payer l'impôt, ceux qui ne voulaient pas intégrer ce modèle-là. Et les zones humides sont devenues, parce que rejoint ce qui nous a été présenté, un modèle de relégation, en fait, ce que James C. Scott appelle l'azomia, en se refondant sur d'autres travaux d'anthropologie anarchiste sur le sud-est asiatique. Ce qui peut aussi expliquer cette espèce d'ambivalence autour de Mésopotamie, zone humide, agriculture, et le modèle ensuite qui en a découlé. Oui, bonjour, Serge Bourdet, Fédération départementale des chasseurs de Loire-et-Cher, et je travaille sur la Sologne. Je voulais juste relever et apprécier ce que vous avez dit sur la fin, effectivement, parce que l'homme a un rôle quand même très important sur la création de ces étangs. Et à vrai dire, je reste surpris de voir autant de déprises agricoles aussi sur la Sologne, des zones de plaine que l'on a perdues, puisque vous avez parlé d'un certain nombre d'années, on a perdu tant de pourcentage de zones humides, on a perdu 50% de nos plaines également sur la Sologne. Je défie quiconque maintenant de pouvoir créer un marais en Sologne pour essayer de favoriser la biodiversité plutôt que de voir, je dirais, une évolution classique, des ronciers à sangliers au départ, et puis ensuite, je dirais, des peuplements boisés de faible valeur. En fait, voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'on a des disparitions de zones humides. La Camargue, on risque de la perdre. Il y a plein de secteurs où, malheureusement, le réchauffement va faire qu'on va perdre des zones humides. Mais en aucun cas, on va imaginer aussi la création de zones humides. Et c'est là où, quelque part, on a aussi un rôle à jouer. C'est qu'en fait, l'homme n'est même pas capable maintenant, du fait de toutes les restrictions, je dirais, administratives, de pouvoir recréer un marais. Alors, à des fins de biodive, je ne parle pas de production, mais on pourrait imaginer, mais je défie quiconque de pouvoir faire un marais maintenant. J'ai quelques propriétaires qui ont essayé de le faire. Clairement, si vous voulez, à un moment donné, vous arrêtez, quoi. Entre les études d'impact, les discours de l'administration qui vous disent « Ah mais non, on est trop près d'un ruisseau, c'est pas possible ». Donc en fait, on perd des zones humides et on ne va pas être capable d'en recréer. Et j'ai un exemple, c'est Ducks Unlimited au Canada qui, dans les années 80, créait des zones humides parce qu'ils avaient de la disparition de zones humides. Donc les Canadiens étaient capables de recréer des zones humides, nous on ne l'est plus. Oui, je vous rejoins assez sur ça. Et pour faire un clin d'œil aux chasseurs, quand je m'occupais des mares, et même si maintenant j'ai été chargé par l'OFB et la SNPN de veiller à... Il y a un document qui va sortir sur l'état des mares, enfin faire un état des lieux sur les mares en France. L'argument qu'on a fait dépendait des acteurs qui étaient les nôtres. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal. Et pour les chasseurs, on leur disait, si vous avez une mare dans votre domaine de chasse, vous allez avoir plus de gibier. Parce que c'est le bar all inclusive. Voilà. De même que pour les paysans, on n'a jamais pris l'argumentaire biodiversité. Une fois, j'avais été traumatisé du côté de la Brie, où on avait rencontré deux plantes. Bon, il y avait l'autonie des marais et je ne sais plus quelle était l'autre espèce. Et on a eu le malheur de dire aux paysans qu'ils avaient quand même deux espèces qui étaient protégées. Et pendant qu'on était en train de partir, ils ont bouché la mare. Donc on s'est bien aperçu que, parce qu'ils étaient aussi, ça peut se comprendre, je ne veux pas faire un discours anti-paysan, mais ils étaient à ce moment-là violemment attaqués de détruire la nature. Ils ne voulaient pas avoir d'ennui, ils ne voulaient pas que la DREAL arrive pour leur donner des contraintes. Et avec les paysans, ce qui a bien marché, surtout en Beauce, où quand même les exploitations se transmettent de père en fils sur plusieurs générations, c'est de dire, mais cette mare-là, c'est une mare historique. Votre grand-père s'y baignait, vous y êtes baigné quand vous étiez petit, et donc gardez-la. Et de même que les mares qui sont tout autour, comme les produits que vous épandez, vous pouvez prendre l'eau des mares, ça va vous faire gagner. Et donc c'est par des arguments qui sont ou affectifs ou très utilitaires qu'on a pu convaincre un certain nombre de... Voilà. Et donc on avait mis en place avec le pôle relais, c'est ce que continue d'ailleurs à faire largement la SNPN, un argumentaire. On avait travaillé avec le département de psychosociologie de l'Université de Paris 5 à Boulogne pour essayer de comprendre, grand type par grand type d'acteurs, quelle était la corde sensible
qui pouvaient faire que tout d'un coup, ils allaient protéger les mares. Hein, et là, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, l'argument biodiversité, il marche entre nous. Hein, mais on est convaincu, quoi. Mais si vous l'avancez sans lien avec des gens, il peut être même contre-productif. Hein, et donc, il faut trouver un autre argument. Nous, on garde en tête que c'est un enjeu majeur. Mais il faut utiliser d'autres types d'arguments pour essayer de protéger les zones humides et pour inciter les gestionnaires de l'espace à les conserver, à les entretenir. C'est pas du cynisme, c'est un pragmatisme, mais c'est un pragmatisme qui quand même intègre, on ne sait pas mieux qu'eux. Enfin voilà, nos arguments ne sont pas forcément meilleurs que c'est des gens d'en face. Hein, et c'est essayer de se mettre dans la place de l'acteur en disant qu'est-ce que je vais, en quoi la zone humide peut être importante pour elle et construire un argumentaire autour de la perception qu'ils peuvent avoir des milieux. Je me permets de prendre la dernière question, mais pareil, Bertrand pourra répondre à vos questions ce midi potentiellement. Merci. Guillaume Lambert, du coup, je suis animateur GEMAPI pour un syndicat mixte des bassins du Loiret et de la Vraie. Merci pour votre présentation. Du coup, je me questionnais par rapport à votre remarque sur le fait que les zones immunes n'étaient pas naturelles. Voilà, ça m'interroge. Notamment sur le fait, ça voudrait considérer que les zones aménagées par l'homme ne sont pas naturelles. Donc voilà, on met encore une fois l'homme en dehors de la nature. Et je ferai le parallèle avec les castors, par exemple, qui ont la capacité d'aménager leur environnement et donc à recréer des zones humides ou à recréer des marais, comme disait le monsieur. Et il y a la question qui se pose, effectivement, quelle liberté on laisse aussi à cette espèce pour pouvoir recréer le biotope dont elle a besoin, avec les enjeux économiques qu'il y a autour, notamment en sylviculture. Voilà. Par rapport à ça, il y a les Suisses qui sont très en avance par rapport à nous et qui permettent justement de libérer et de préserver les zones pour que cette espèce puisse se développer. Merci. Oui, je vous rejoins, mais je me suis peut-être mal fait comprendre. Il ne faut pas chercher dans les zones humides des milieux relictuels de nature vierge que l'homme n'aurait jamais touché. Voilà. Et c'est un peu ce qui a été fait relativement longtemps, c'est dire c'est les milieux, c'est les seuls coins de vraie nature, titré Le Monde, il y a quelques années. De même que je continue à penser que cette notion de milieu de référence est une illusion de l'esprit qui est souvent bien ancrée dans la tête, en particulier, et pardonnez-moi s'il y en a parmi vous, chez pas mal de chargés de mission des conservatoires des espaces naturels, et qui était un document de gestion, les états de référence. Pour moi, c'est une aberration. J'avais beaucoup travaillé en Alsace en particulier, et le conservatoire d'Alsace présentait, je travaillais dans les mines de potasse à Wildesheim, et voulait revenir à un état qui était avant la destruction de la nature par le siècle d'exploitation de la potasse. Et je suis simplement allé aux archives départementales, et c'était le principal lieu de rouissage du lin et du chanvre en France. Et tous les textes au XIXe siècle avant la guerre insistaient sur le caractère très malsain, toutes les maladies, parce que c'est pour rire, le chanvre et le lin, il faut que ce soit des milieux qui sont sans oxygène, et il y avait une putréfaction qui était totale. Et donc un jour, je leur ai dit, mais c'est à ça que vous voulez revenir ? Voilà, alors l'important c'est le lien, c'est la qualité du lien qui sont entre les deux. Et il ne faut pas sortir l'homme de la nature, et là je vous rejoins tout à fait. La nature, la conception que j'ai des milieux naturels, c'est que ce sont des produits sociaux dans lesquels le degré de naturalité est plus important que d'autres. Et si on ne comprend pas que c'est un produit social, et qu'on a des arguments qui sont purement écologiques et qui renvoient à une nature supposée vierge et jamais touchée par l'homme, ça fausse un petit peu, et à mon avis, on est moins efficace dans la protection des milieux que l'on peut avoir. Alors, sur ce débat-là, je me demande s'il n'y a pas la question du temps qui joue largement.
parce que les zones humides qu'on connaît sont effectivement très souvent des zones qui ont été aménagées, qui ont été les marais, ça a été percé, ça a été ouvert, etc. et tout. Mais il y a eu une forme d'adaptation sur le temps. Il y a eu de l'expérimentation qui a marché, qui n'a pas marché, et qui fait que les constantes un petit peu du milieu de la réaction, il y a une interaction entre l'action humaine et la capacité de réaction du milieu. Mais celle-là, elle se fait sur des temps qui sont des temps longs. Il me semble qu'il y a, dans des formes d'accélération extrêmement importantes, il me semble qu'il y a un déséquilibre qui est lié à ça. C'est-à-dire qu'on a en ce moment des adaptations, d'une certaine manière souvent des uniformisations de tous les paysages qui font qu'on ne respecte pas complètement un certain nombre de données. Et ces éléments-là sont des éléments où le décalage tient au fait qu'on généralise des expérimentations. Alors c'est très clair avec la réalisation complète de territoires entiers. Et on n'attend pas la réaction du milieu. Et donc on se retrouve avec des catastrophes qui se mettent en place sans qu'il y ait les aimants de retour. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a des temps qui sont suffisamment longs auparavant pour que la nature, parfois, s'adapte, mais qu'il y a toujours des données qui sont des données assez fondamentales du milieu qui font que ces réactions-là ont fonctionné et que dans certains cas, on a été obligé, ça a été abandonné. Il me semble qu'on a une histoire de facteur temps qu'il faut faire intervenir dans les transformations qu'on a à ce moment-là. Tout à fait, Gilles, je rejoins tout à fait pour ça. Aujourd'hui, il y a une brutalité des interventions et une uniformisation des interventions. Et les deux mélangés, ce qui fait que les milieux naturels, même naturels au sens héritier de siècles d'interventions humaines sur ces milieux-là, pâtissent de ça. Enfin, il y a des disharmonies entre les deux. Voilà, je crois que c'est temps. Merci infiniment, Merci infiniment. de vos questions.